Coucou à tous et coucou à toutes. On se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de développer quelque chose qui revient souvent. Je pense que c'est une peur universelle, des besoins universels, donc qu'on soit atypique ou non. Mais c'est quelque chose qui revient, une problématique qui revient énormément chez les personnes que j'accompagne, chez les personnes atypiques que j'accompagne. C'est vraiment cette peur euh, qui fait qu'on n'ose pas être soi-même envers les autres, avec les autres. Cette vulnérabilité qu'on a de ne pas oser en fait se livrer totalement. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est totalement normal. Ça, je tiens vraiment à le dire. Et c'est la première chose que je dis aux personnes que j'accompagne. C'est normal, au début, de ne pas se livrer totalement. Et alors, parce qu'il y a des témoignages de personnes qui vont me dire, ben voilà, moi, c'est tout de suite, puis je vais être authentique. Et en fait, ce couvert d'authenticité, ce couvert d'honnêteté, ce couvert de vouloir vraiment offrir à l'autre le meilleur de soi, on peut aussi se donner totalement. Mais c'est pas le but de la démarche au départ quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Il y a dans certaines civilisations et des études anthropologiques sur le sujet qui démontrent que parfois, on peut aussi prendre le temps, en silence, de mettre en fait sa présence avec la présence d'autrui. C'est pas quelque chose qu'on fait dans notre culture, hein. De suite, on va serrer la main, on va faire la bise pour ceux qui sont en France ou dans d'autres pays comme ça. On va rentrer en interaction directe en fait, verbalement et même physiquement avec l'autre. Et pour les personnes hautement sensibles, ou même par exemple pour les personnes autistes, en tout cas, je vais parler d'atypie plus globalement, ça peut être ça peut être difficile et ça peut être énergivore. Et de suite, ça demande en fait de s'adapter, voire de se suradapter à l'autre. Je vous donne une anecdote, mais moi, par exemple, faire la bise, je trouve que c'est compliqué. Je suis très contente d'être au Royaume-Uni parce que personne ne se fait la bise, mais en France, le contact de la peau de l'autre sur mon visage, bah, ça me gêne. Et je vais vous dire pourquoi, hein. Peut-être que je sais pas, il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui vont peut-être pas du tout comprendre. Mais pour les hommes, bah, des fois, bah, du coup, par rapport à leur barbe, ou ça pique, ou ça gratte, ça peut être en fait désagréable. Et pour les femmes, bah, il y en a beaucoup qui se maquillent ou qui mettent des crèmes sur leur visage, et moi qui ne mets rien, en fait, ça me gêne énormément parce que ça colle sur mon visage, en fait, je le ressens. Alors elle ressent peut-être pas sur son propre visage, sur leur propre visage, mais moi vraiment c'est insupportable, quoi. Et du coup, voilà, commencer l'interaction en faisant la bise à quelqu'un et du coup être gênée et puis en plus c'est sur mon visage, donc c'est pas quelque chose que je peux laver, nettoyer ou frotter, et puis ça peut vexer en plus, l'autre. Donc c'est pas évident. Donc déjà, il faut comprendre que l'interaction avec l'autre, ça peut être déjà une difficulté en fait, pour certaines personnes. Bon, pas pour tout le monde, il y en a qui vont m'écouter et me dire: «Bah, moi pas du tout» et c'est OK, hein, on n'a pas tous la même sensibilité sur les mêmes choses. Ensuite, il y a l'adaptation en fait, donc non verbale et verbale. Et les personnes hautement sensibles, elles ont quand même ce truc de ressentir un petit peu l'autre, au-delà des mots, où on dit lire entre les lignes. Il y a cette observation aussi, comment est-ce que l'autre est voûté? Est-ce qu'il a les poings serrés? Est-ce qu'il est tendu? On va ressentir le stress de l'autre, on va ressentir son mal-être. Hem, Quand bien même l'autre n'en a pas en fait, ne le réalise pas. Nous, on va le réaliser beaucoup plus vite et ça peut être contagieux en fait, lié aux neurones miroirs. Donc rentrer en interaction demande une adaptation et voire une suradaptation parce qu'on veut que l'interaction soit la plus agréable possible. Hem, c'est encore pire si on se suradapte pas parfois parce qu'en fait, c'est un peu, bah, il faut choisir son «combat» entre guillemets. Soit je me suradapte et ça se passe pas trop mal, mais énergiquement ça m'épuise, soit je me suradapte pas et je fais face peut-être à un interlocuteur qui sera pas à même de m'écouter, de me respecter, et ça peut, générer un conflit ou quelque chose qui peut être compliqué après à accompagner émotionnellement. Donc ça sera aussi énergivore. Donc tout ça, je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais tout le monde n'a pas mis les mots dessus. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se couper des gens en mode bon ben qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien d'être en train d'interaction avec les autres. Pas du tout. Et c'est ce que je trouve dommage d'ailleurs, souvent maintenant avec les réseaux sociaux ou les médias, ou même maintenant avec les algorithmes en fait qui ont tendance à nous montrer que des gens qui vont dans notre sens, et du coup on ne sait plus en fait être tolérant avec la différence, on ne sait plus s'adapter. J'ai l'impression qu'on passe dans un monde où on nous a tellement demandé de nous suradapter qu'après on n'arrive plus à faire du tout d'efforts pour ça et on en devient même intolérant. J'ai l'impression qu'on est un peu dans des extrêmes parfois quand j'entends certains discours. Par contre, lorsqu'on en fait, on a une bonne connaissance de soi
Il est donc plus facile aussi, en fait, de pouvoir s'adapter sans se suradapter. Pour les personnes qui ont fait mon atelier sur le complexe du caméléon, que j'ai fait en collaboration avec une psychologue qui est spécialisée justement sur l'autisme, mais qui est un atelier ouvert à tous, hein, pas spécifiquement sur l'autisme, pour toutes les personnes sensibles et qui ont tendance tout le temps, qui ont tendance à cette suradaptation. Donc vous savez très bien la différence. Pour les personnes qui l'ont pas, en 2 mots, parce que je ne vais pas faire un podcast d'1 heure, mais l'adaptation, c'est vraiment une compétence sociale extraordinaire et qui est très utile. C'est ce qui fait que vous n'allez pas, par exemple, parler, de la même manière, à votre banquier, par exemple, qu'avec votre meilleur ami. Bon, outre le fait que peut-être votre meilleur ami est votre banquière. Mais voilà, c'est-à-dire on va s'adapter à son interlocuteur, par exemple à un enfant âgé de 2 ans ou à un adulte, on va pas peut-être lui demander les choses exactement de la même manière, peut-être qu'il y a une douceur différente, ça veut pas dire qu'il faut prendre une voix d'enfant, mais vous voyez, il y a des choses comme ça ou sur des thématiques en fait, selon les contextes, les personnes. Donc l'adaptation, c'est très bien. La suradaptation, c'est vraiment en fait, je m'oublie complètement, je mets un faux self et en fait, je m'oublie pour l'autre. Et quelles sont les raisons qui nous poussent à ça? Et en fait, déjà la première, c'est la cause la plus universelle qui soit, et vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est un besoin fondamental d'appartenance qui déclenche en fait la peur du rejet. Ne pas être accepté ou aimé, en fait, ça menace directement le besoin qu'on a d'appartenance. Et donc, beaucoup vont vouloir se suradapter par rapport à leur comportement pour éviter d'être rejetés, jugés ou exclus ou critiqués. Et ça, on le voit déjà dès l'enfance. Vous avez peut-être des souvenirs de vous pendant votre enfance ou votre adolescence, parce que des fois ça arrive sur la préadolescence, adolescence, où on va adopter des comportements, faire des choses qui ne sont pas en lien avec nos valeurs, qui ne sont pas totalement en lien avec ce que on aurait aimé faire, mais ça peut être des choses toutes bêtes, par exemple un style vestimentaire qu'on aurait adopté parce qu'on va être comme les copines ou les copains de l'époque, enfin voilà, des paroles que l'on aurait dit, des goûts musicaux par exemple qu'on aurait adoptés. Donc ça peut être des trucs vraiment triviaux comme ça peut être des choses plus alarmantes, comme par exemple je pense dans le cadre du harcèlement, parce que le groupe harcèle une personne, on va y participer en fait, activement ou moins activement, mais par exemple rire à la blague, en fait, on participe parce que comme on veut pas être nous victimes en fait de ces brimades, on va participer aux brimades en rigolant ou en tout cas en disant rien. Donc ça, c'est lié effectivement dans ce besoin d'appartenance. Et donc, on comprend que si je ne veux pas avoir peur d'être rejetée, si en fait je veux diminuer ce risque où j'ai trop peur d'être exclue, d'être jugée, dans ces cas-là, soit on diminue ce risque-là, et c'est ce que vous faites quand vous vous suradaptez ou que vous vous adaptez beaucoup en tout cas, soit en fait, il suffit juste de développer ce besoin d'appartenance. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que je me sens appartenir? Alors qu'est-ce que ça veut dire le besoin d'appartenance? Ça veut dire que je me sens en sécurité dans un groupe en fait. Euh, Sa famille, par exemple, mais alors quand je dis famille, c'est une famille élargie, ça peut être les amis, parce que les amis sont souvent la famille qu'on se choisit. Ça peut être un groupe juste de pairs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, quand est-ce que vous sentez que ce besoin d'appartenance est comblé? Est-ce qu'il y a des contextes? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des endroits? Posez-vous ces questions-là et demandez-vous comment vous pouvez renforcer ce besoin-là, en fait. Est-ce qu'il vous manque des gens autour de vous ou est-ce que vous pouvez investir beaucoup plus les personnes qui sont déjà présentes? Parfois, dans les accompagnements que je fais, j'ai des personnes qui vont me dire qu'ils n'ont pas de famille sur qui ils peuvent compter ou qui n'ont pas vraiment d'amis ou en tout cas que ça se compte sur les doigts d'une main. Bon, ça, je vais vous dire, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. C'est impossible d'avoir une dizaine et dizaine d'amis. Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un pour qui on va être vraiment présent dans sa vie. On va se préoccuper de lui, en fait. On va passer du temps avec lui. On va enrichir la relation pour qu'elle tienne dans la durée. Alors, il y a plusieurs sortes d'amitié, bien évidemment, mais du coup, vous vous rendez bien compte que si on a une dizaine, enfin, je veux dire, voilà, si vous avez 100 amis, vous n'avez plus de vie, en fait. Vous êtes là pour personne, c'est impossible. Donc inévitablement que les amis, ça se choisit en fait, parce qu'on en prend soin. Donc demandez-vous s'il n'y a pas des personnes comme ça sur lesquelles vous pouvez renforcer ce besoin qui est hyper important d'appartenance. Il y a autre chose aussi qui crée cette peur d'être soi avec les autres, c'est tout ce qui est lié au conditionnement dès l'enfance. Il y a ce côté « sois sage, ne fais pas de vagues » qui est assez prégnant, et notamment chez les femmes.
Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas touchés par ça, parce qu'ils ont d'autres aussi injonctions sociales, hein. Genre sois fort, ne pleure pas. Et les hommes, les petits garçons, il faut qu'ils soient compétitifs, qu'ils se mettent en avant. Donc du coup, quand on est un homme sensible et que potentiellement, alors, on peut être un homme sensible et aimer se mettre en avant et être compétiteur, bien sûr. Mais je veux dire, il y en a certains pour qui ça ne correspond pas du tout à leur qualité, à leur tempérament, tout simplement. Et d'autres, au contraire, ça leur convient totalement. Mais pour ceux à qui ça ne convient pas, c'est extrêmement frustrant parce qu'ils ne correspondent pas aux injonctions sociales. Et pour les petites filles, voilà, ces injonctions de se mettre vraiment dans l'ombre, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'humilité, d'ailleurs, quand on est une femme. Alors que pour moi, c'est de la fausse humilité. Parce que être humble n'a jamais été de se cacher. La vraie humilité, c'est justement de reconnaître pleinement ses compétences et ses qualités sans justement effacer celles des autres. C'est ça la vraie humilité, hein, au final. C'est pas à dire oh mais non, je suis pas si exceptionnelle, tout ça. Ben non, si tu l'es, bien sûr, tout le monde est exceptionnel, on peut d'ailleurs le voir comme ça. En tout cas, il y a ce conditionnement dès l'enfance qui va nous pousser à croire que nos comportements ne conviennent pas. Et de nombreux atypiques témoignent que justement, bah, on les a pointés du doigt en étant trop ceci, trop cela, et donc il a bien fallu adapter. Et là, je parle même plus d'adapter, on va vraiment parler de se camoufler, se cacher certains pans de sa personnalité, comme ça peut être sa sensibilité, comme ça peut être ses compétences intellectuelles, comme ça peut être certaines difficultés. Il a fallu en fait tout simplement se cacher pour pouvoir se dire qu'on a le droit d'être avec les autres en fait. C'est les schémas de thérapie de Jung en fait, qui expliquent que certaines personnes apprennent à plaire, à se taire ou à s'ajuster pour avoir la sensation de garder l'amour et l'approbation d'autrui. Alors bien sûr, c'est dans notre tête, parce que vous savez très bien que l'amour n'est justement pas conditionné. Et au contraire, je pense que plaire, se taire, s'ajuster, on est plus dans la séduction. Je ne parle pas d'une séduction sexuelle quelle qu'elle soit ou amoureuse, je parle vraiment d'une séduction relationnelle, mais on n'est pas dans la création d'un lien. Je vous ai déjà parlé de la peur du conflit, donc c'est une autre raison qui nous pousse à nous adapter. Donc celle-ci, je reviens vite fait dessus parce que je vous avais donné un exemple en disant, ben voilà, il faut choisir ses combats, je m'adapte sinon j'ai peur du conflit. Il y a des personnes qui ont une telle terreur de la confrontation que dire ce qu'ils pensent ou ressentent, en fait, ça déclenche même en eux une réaction qui est très désagréable, en fait. C'est-à-dire que le maintien de l'harmonie est plus fort que tout. Et je pense notamment aux personnes qui ont justement cette valeur centrale de maintenir la paix. Pour eux, c'est très fort. C'est très très fort. Donc, je la comprends et je suis toujours de celle qui vous dira qu'il faut être aligné avec ses valeurs. Par contre, il faut être aligné soi-même avec ses valeurs. C'est-à-dire que si une de tes valeurs centrales, c'est la paix, l'harmonie, la bienveillance, voilà, dans ces cas-là, tu dois l'être aussi envers toi-même. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de te sentir toi-même en paix, toi-même en harmonie. Tu dois faire preuve toi-même de bienveillance envers toi-même. Parce que c'est comme ça que d'abord l'alignement se crée. C'est pas en l'étant seulement avec les autres. Au contraire même. Je vais vous donner aussi un exemple personnel. Moi, dans mes valeurs qui sont très fortes, il y a la loyauté. C'est hyper important pour moi. Alors, comme toutes les valeurs, je tiens vraiment à signaler entre parenthèses, tout le monde vous dira ah mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça c'est comme la valeur justice. Mais oui, on est d'accord qu'on aime tous la justice et on n'aime pas l'injustice. Mais pour autant, il y a dans les faits, les décisions que nous prenons, ben, des fois elles sont pas toujours justes. Et si elles sont pas toujours justes, c'est parce que bien qu'on aime la justice, elles font pas partie de nos valeurs prioritaires. Donc ça, il faut être aussi un peu honnête, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont extraordinaires, sinon ça ne serait pas des valeurs. Donc en tout cas, une des miennes, c'est la loyauté. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, quand j'étais plus jeune, qu'il m'arrivait d'être loyale envers des gens qui, en fait, ne méritaient pas. Alors je n'aime pas cette question de mérite, mais c'est pour dire qu'en tout cas, c'est des personnes qui ne me rendaient pas cette loyauté et au contraire se comportaient de manière très irrespectueuse. Mais parce que moi, j'avais une valeur de loyauté très forte, je continuais à maintenir des liens avec ces personnes qui me manquaient de respect. Parce que la loyauté était plus forte que tout. Et au final, j'avais des relations toxiques autour de moi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que d'abord, je me devais une loyauté. La loyauté, justement, de prendre de bonnes décisions envers moi-même et d'être là pour moi, en fait. Et là, ça a changé la donne. Parce que du coup, j'ai continué à être loyale, parce que ça fait partie des choses hyper importantes pour moi, mais seulement envers des personnes
qui permettait que je me respecte moi-même dans ma propre loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose pour les personnes qui ont très peur du conflit. Demandez-vous pourquoi. D'où vient ce risque, en fait, oui, ce risque de confrontation? Est-ce que s'il y a une certaine forme de valeur? Et dans ces cas-là, cette valeur, est-ce que vous la respectez pour vous-même? Une autre des raisons qui poussent les gens à avoir tant de mal-être, soit avec les autres, c'est le manque, en fait, de confiance et d'estime de soi. Même plus d'estime de soi, je dirais. En réalité, c'est qu'au fond de vous, vous sentez pas comme pas assez bien. Vous dites qu'il faut que vous devez jouer un rôle, en fait, pour mériter l'amour et la reconnaissance de l'autre. Et donc, le masque social que vous mettez, ça devient une vraie stratégie de survie émotionnelle. En fait, c'est souvent lié à des blessures du passé. Parce que soit vous avez vécu des humiliations, des moqueries, une exclusion, par exemple, et ça crée vraiment un trauma. Et au fond, en fait, vous dites, mais si quand j'ai été moi-même, on m'a rejeté, en fait. En fait, il s'est créé cette croyance en vous. Je ne peux pas être moi-même parce que on va pas m'aimer comme je suis. Ça, par contre, il faut vraiment le travailler en thérapie en général parce que ça remonte de l'enfance, c'est une croyance profondément ancrée, peut-être même liée malheureusement à l'amour conditionné que vous avez eu de vos parents. Alors, je ne parle pas forcément de violence éducative. Dans ce cas-là, c'est encore pire parce que c'est ça. Il y a plein de croyances on se met plein de graines là. Mais parfois, les parents sont pas maltraitants. C'est pas, en tout cas, l'intention n'était pas mauvaise, mais parce que eux-mêmes ont été éduqués comme ça, ils ont refait la même chose, et ainsi de suite. Mais c'est des parents qui ont fait comprendre, par exemple, à leurs enfants qu'ils étaient déçus d'eux dès que l'enfant ne rentrait pas dans leurs attentes. Par exemple, sur les attentes scolaires, si vous sentez que la première chose qui était importante pour vos parents, c'était les notes, et quand vous rentrez en fait de l'école, t'as eu quelle note, d'accord, bon c'est pas bien, je suis vraiment déçue de toi, et puis avec en fait des discours très culpabilisants, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu te rends pas compte, c'est hyper important, et je passe du temps à faire les devoirs avec toi, et c'est cette note, en fait t'en as rien à faire de moi, c'est ça, enfin, donc du coup il y a un mélange de plein de choses, et il faut prendre conscience en fait que pour l'enfant, il se dit, mon parent est déçu de moi. En fait, il se dit pas: «Mon parent est déçu de la note». Alors déjà, ce serait pas top de ça, mais bon, potentiellement, voilà. Mais du coup, pour un enfant, il va mixer et c'est quelque chose d'ailleurs que certains adultes gardent après, c'est-à-dire ma valeur est liée à ce que je donne aux autres ou ma valeur est liée à ce que je produis. Et donc il y a des personnes qui vont, par exemple, tomber en dépression et qui vont être très, très malheureuses parce que, par exemple, elles vont perdre leur boulot. Parce que là et en fait, leur estime d'elles-mêmes était liée, en fait, par exemple, à leur statut social. Donc il y a ça c'est voilà, c'est une continuité de ce qu'ils ont vécu, en fait, enfant, tout simplement. Il y en a, par exemple, ils perdent pied parce que, ils tombent malades. Je me souviens avoir accompagné quelqu'un qui, ne s'était jamais rien cassé dans sa vie, tombe dans l'escalier et se fait une entorse. Et du coup, cette personne, suite à cette entorse, ne suit pas les recommandations pour que ça se soigne correctement, ne suit pas, voilà, les exercices que son kiné lui propose, voilà, donc se fait entorse sur entorse et ça ne guérit pas. Et pire encore, du coup, c'est compliqué au quotidien parce qu'elle a des douleurs. Elle était tellement en colère qu'elle avait tellement la sensation que son corps, en fait, la trahissait, que pour elle, elle ne valait rien. Elle était à un point où on se dit: «Mais en fait, je suis quelqu'un de faible et de fragile», ce qui n'a absolument rien à voir. Donc des fois, on fait des liens comme ça, on se fait du mal soi-même, mais c'est pas parce qu'on veut se faire du mal, c'est parce que, encore une fois, il y a un manque d'estime de soi lié à des blessures du passé qui n'ont pas été guéries et c'est quand même terrible. Je viens quand même j'aimerais quand même, pardon, développer un autre axe parce que là, on a vu quand même des raisons plutôt psychologiques, en fait, liées au fait qu'on a du mal à être soi avec les autres. Bon, il y en a plein, mais j'essaie de relater, celles qui revenaient le plus souvent. Mais il y en a une autre, c'est, la culture. En fait, les raisons sociologiques, les normes sociales et culturelles. Parce que chaque société, en fait, elle fixe des règles qui sont explicites, mais aussi implicites sur ce qui est de l'ordre de l'acceptable ou non, de ce qu'on devrait dire, pas dire. Vous avez énormément d'études pour les personnes qui adorent lire les études, allez voir Goffman ou Bourdieu qui ont fait des livres sur le sujet. Euh, on sait bien, vraiment, on se rend compte que ne pas se conformer à certaines règles implicites de notre société, ça nous expose à des sanctions sociales.
C'est-à-dire, oui, on ne sera pas jugé, je veux dire, parce que ça reste légal, mais il y aura des critiques, des moqueries, de l'isolement. Et dans nos sociétés occidentales, on valorise énormément, en fait, la performance, l'assertivité, la rationalité. Du coup, ça peut pousser les personnes qui sont hautement sensibles ou plutôt introverties à se dire qu'elles sont pas normales, en fait. Alors que dans d'autres cultures, c'est totalement différent. Donc ça pousse encore une fois, et moi je fais le lien bien sûr avec le côté psycho, mais à cette peur du rejet, et donc à ce besoin fondamental d'appartenance. C'est vrai que si je vis dans tel pays, ben, j'ai plutôt envie que ça se passe bien avec mes voisins, avec les gens dans la rue, c'est normal. On a aussi, selon la culture, une pression sur nos rôles sociaux, qui sont genrés en fait aussi, ça j'en ai un peu parlé. On est dans une culture de la comparaison. Les femmes, mais aussi les hommes, se comparent en fait. C'est quoi l'idéal masculin ou l'idéal féminin? Même maintenant, je vois sur les réseaux sociaux, je connaissais pas le hashtag couple goal. Donc en fait, maintenant, il y a l'idéal masculin, l'idéal féminin, mais aussi le couple idéal qu'on devrait être. C'est certainement une continuité d'ailleurs des deux. J'ai pas creusé la question, je vous avoue. Donc, ça pousse les gens à rentrer dans cette catégorie. Et pourquoi ça les pousse à rentrer dans cette catégorie? Parce qu'ils se sentent en sécurité dans cette catégorie. Ils se disent que comme ça, et ils n'ont pas tort, parce que les autres, en fait, vont les accepter plus. Ils vont représenter ce qu'on attend d'eux. Et ils vont même être, et par rapport à ce hashtag, je le trouve en fait assez fascinant. Moi, j'aime bien regarder les choses comme ça, comme avec l'œil un peu de l'anthropologue. Je n'en suis pas une, mais je trouve ça assez fascinant, tout ce qui est effectivement psychosocial. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont dire ça, c'est mon idéal. Tu représentes ce que j'aimerais être, et donc ces personnes vont être idéalisées. Et ça nourrit l'ego. Et du coup, quand on a un ego qui est nourri, on dépend beaucoup plus du regard des autres que de son propre regard, et donc ça pousse encore plus à ne pas être soi avec les autres. Il faut faire attention à l'ego. Vous avez Ryan Holiday qui a écrit le livre L'ego et l'ennemi. C'est un petit livre très sympathique qui dit à quel point l'ego peut être un super allié. Par exemple, c'est celui qui va, quand on se sent un peu piqué, et donc ça va nous faire bouger, ça va nous faire évoluer, parce que voilà, on se sent un petit peu piqué dans qui on est, dans qui on n'est pas, et donc peut-être qu'à un moment donné on se dit bon tant pis, là je suis pas bien comme je suis, je vais changer. C'est bien aussi ça. Mais attention, parce que l'ego il aime pas trop se remettre en question en fait. Il aime pas ça, et puis il est très 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 sensible aux flatteries et à la critique. Donc, plus on va se conformer pour plaire aux autres, et plus en fait, c'est l'ego que l'on nourrit. Mais on nourrit pas vraiment qui on est. Le souci de l'ego, c'est qu'il en a jamais assez. Il en veut toujours plus. Toujours plus du regard sur lui, toujours plus de compliments, toujours plus. Et plus il en a, et plus il est difficile aussi de le remettre en question, parce qu'il prend beaucoup de place en fait. Et il devient un ego tyrannique envers vous-même. L'ego tyrannique, c'est lui qui vous dit en fait que vous n'êtes pas assez bien, que vous devriez être ceci, ou que vous devriez être cela, en fait. Ça, c'est un ego hyper tyrannique. Alors que l'on pourrait utiliser son ego comme un coach. Ah, tu crois pas que ça serait chouette pour toi, ça te tirait plutôt vers le haut, vas-y, on essaye, mais non, n'aie pas peur, vas-y, ose. Ça, c'est un ego qui se dit, mais allez, je mérite d'y arriver, je mérite d'essayer, au moins. Ça, c'est un super ego, c'est un ego de coach. Donc, demandez-vous si vous avez plutôt un ego tyrannique ou un ego de coach. Dites-le moi en commentaire. Le problème, c'est que souvent on a les deux aussi. Mais sachez que plus vous allez vous conformer aux attentes des autres, et plus vous allez nourrir l'ego tyrannique en fait. Il y a bien sûr des raisons aussi que je qualifierais de plutôt identitaires ou existentielles, liées au fait de craindre d'être soi avec les autres. C'est-à-dire que dans les sociétés modernes, l'identité, elle est moins stable qu'avant. Ça, c'est une théorie qui a été avancée par Bauman dans sa théorie sur la modernité liquide. En fait, beaucoup de gens oscillent entre le désir d'indépendance et le besoin d'appartenance, sans savoir vraiment qui ils sont. Ce qui rend finalement l'authenticité assez difficile à atteindre. Je veux être moi-même, mais en même temps, je veux être acceptée pour qui je suis. Bon, là, je vais vous dire, plus vous serez vous-même, et plus il y aura des gens qui vont pas vous aimer en fait. Plus vous allez créer une dissociation en fait entre ceux qui vous adorent et ceux qui vous détestent. Voilà, ça c'est une réalité. Et plus vous allez être fade, plus vous allez en fait essayer de dire c'est bon, je fais pas de vagues et tout.
Et moins, en fait, les gens vont vous aimer et vraiment vous apprécier, et moins les gens vont vraiment vous détester. C'est une évidence. Mais du coup, vous allez être soulagé parce que beaucoup moins de gens vous rejettent, mais vous allez être stressé parce que vous n'allez pas vraiment vous sentir aimé pour qui vous êtes. Je pense qu'il y a donc une peur d'assumer sa singularité. Parce qu'être soi-même, c'est donc souvent se confronter à la différence, à l'intolérance, au désir des autres et à ce qu'ils, en fait, ils mettent sur nous de manière consciente ou inconsciente, en fait. Donc ça demande beaucoup de courage, en fait, d'être soi et d'accepter, en fait, d'être incompris et rejeté. Bon, pour résumer, je pense qu'on vit dans une époque où, certes, on prend beaucoup l'authenticité, mais je pense qu'on se cache derrière aussi beaucoup ça. Parce que derrière l'authenticité, ça veut dire vraiment être soi. Alors que on rêve aussi d'une certaine conformité. Il y a un paradoxe interne, en fait. Je veux être moi-même, mais j'ai peur que ça me coûte quelque chose. Donc, si tu as compris mon podcast du jour, ça te coûtera toujours quelque chose. Maintenant, à toi de voir si tu veux en payer le prix. Parce que les gens n'osent pas être eux-mêmes, par peur de perdre l'amour, la sécurité, la reconnaissance. Mais si tu es toi-même, oui, il y a certaines personnes, tu perdras leur amour, la sécurité, la reconnaissance, mais tu en gagneras aussi de l'autre côté. Tu as appris certainement à t'adapter, à te dire que c'était la manière la plus sûre, en fait, de rentrer dans cette sécurité, dans cet amour, dans cette reconnaissance. Et surtout, je pense que le problème de ça, c'est que on ne sait plus réellement qui on est. C'est-à-dire qu'en dehors des rôles qu'on joue, on ne sait pas qui on est. Pire encore, je pense que la plupart d'entre vous ne sont même pas en capacité de réaliser qu'ils portent un masque et quand est-ce qu'ils le portent. Il y a même des gens qui le porteront toute leur vie, qui seront incapables de l'enlever et que ce serait beaucoup trop douloureux de réaliser qu'ils portent un masque. Voilà. Je vous laisse à ces réflexions. Voyez si ça vous intéresse, si ça vous parle, et si jamais il y a des choses comme ça que vous voulez bien peut-être creuser davantage, faites-vous accompagner, voilà, par un ou une professionnelle. Moi, je propose des accompagnements à distance, mais je pense que si vous sentez que c'est profondément ancré, vous avez aussi la carte d'un professionnel de santé. Si vous sentez que ça peut remuer des choses qui sont trop douloureuses, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale, comme effectivement un psychologue ou un psychiatre. C'est important de se sentir en ligne avec soi. Parce que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez peut-être autant de difficultés, malheureusement, à faire des choix de vie qui sont alignés avec qui vous êtes. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, en fait. Donc, vous ne savez pas les besoins qui ont réellement besoin d'être rassasiés et correctement rassasiés au quotidien. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, vous aura donné peut-être quelques clés de réflexion. N'hésitez pas à me le dire, à me le partager. Je suis toujours friande de vos retours parce que au moins je me dis est-ce que ce que je vous propose vous convient ou est-ce que je pars dans une autre direction. Et s'il y a une autre direction et s'il y a des thématiques que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que pour moi c'est important. Je sais que des fois il y a certaines qui me disent ah est-ce que tu as fait cette thématique? Ah non, et je me la note et je peux développer en fait sur un podcast ou trouver aussi quelqu'un, un invité qui est spécialisé dans ce sujet que moi je ne connais pas bien. Donc ça permet aussi de vous apporter encore de la qualité parce que je vous rappelle, mais ce podcast, il est fait de manière gratuite, vous n'avez aucune pub, je ne me fais pas rémunérer pour le faire, c'est vraiment par la simple volonté de vous apporter des connaissances. Donc j'espère au moins que ça fonctionne. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine.